Avant de commencer, je prends quelques secondes pour vous présenter le sponsor de l'épisode du jour. Il s'agit de Mon Œuvre. Mon Œuvre est une marque française grâce à laquelle vous allez pouvoir transformer vos photos souvenirs en objets personnalisés. Chez Mon Œuvre, ils mettent l'accent sur la durabilité, la simplicité et l'accessibilité pour transformer vos expériences les plus précieuses en produits photos de haute qualité. Les livres personnalisés, par exemple, sont une très jolie façon de revisiter un voyage. C'est comme si vous écriviez le dernier chapitre de votre aventure. Avec Mon Œuvre, vous bénéficierez d'une qualité d'impression exceptionnelle, d'une personnalisation facile et intuitive, et d'une grande variété de modèles pour s'adapter à toutes les occasions et à tous les souvenirs. Retrouvez tous les produits sur le site moneuvre.fr, moneuvre.fr. Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. Dans cette série de podcasts sous forme de capsules audio, je vais vous parler de notre tour du monde. Après les préparatifs, ce petit format me permet de chroniquer notre grand voyage pour lequel nous sommes partis fin août 2024. Vous savez tout de la préparation d'un tel projet. Désormais, je vais vous raconter comment ça se passe sur les routes, nos belles découvertes, mais aussi nos doutes et nos galères. L'idée est de lever le voile sur les coulisses d'un tour du monde en famille et de partager notre expérience. Venez, je vous emmène. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on y est. C'est ma dernière capsule de notre voyage. On décolle dans 4 jours. 4 tout petits jours. J'arrive à vous le dire, j'ai compté les jours, mais honnêtement, mon cerveau a du mal à assimiler l'information. De la même façon que j'avais du mal à réaliser qu'on était parti pour 11 mois et demi, là encore, j'ai vraiment du mal à réaliser qu'on est sur le point de rentrer. C'est passé vite, et en même temps pas tant que ça. On a quand même vraiment eu le temps d'en profiter et de découvrir 1 milliard de choses. Et l'Asie, notre premier continent, nous semble tellement loin. J'avais prévu aujourd'hui de vous faire un petit point sur notre état d'esprit avant le retour et de vous faire un bilan de nos 4 mois en Amérique du Sud, mais je vais garder l'état d'esprit pour une capsule au retour. J'ai déjà écrit pas mal de choses pour ne pas oublier une fois qu'on sera rentré, mais pour aujourd'hui, vraiment, ça va faire trop. Je vais donc vous faire juste un petit bilan de nos 4 mois en Amérique du Sud, un peu comme je l'avais fait pour l'Asie et l'Océanie. Pour l'Asie, c'était la capsule numéro 16, et pour l'Océanie, c'était la numéro 18, si jamais vous ne les avez pas écoutées. Alors, l'Amérique du Sud. Nous sommes arrivés en Colombie début avril, après vraiment 3 mois fantastiques en Océanie et aux États-Unis. Nous avons d'abord donc passé 3 semaines en Colombie, puis nous nous sommes envolés pour 2 petites semaines dans les îles Galapagos, au large de l'Équateur. Nous avons ensuite posé le pied sur la terre des Incas, au Pérou, que nous avons visité pendant presque 1 mois. Et puis on a passé la frontière en longeant le lac Titicaca vers la Bolivie, où nous sommes restés 3 semaines. Puis nous avons passé la frontière terrestre vers le Chili. Nous avons visité le Chili pendant un peu plus de 2 semaines, avec une escapade à l'île de Pâques. Et pour finir, nous venons de passer 4 semaines au Brésil. Un programme assez chargé, comme à notre habitude, qui nous a permis de découvrir différentes facettes de l'Amérique du Sud. Mais oui, parce que comme en Asie, où vu de France, on pourrait avoir tendance un peu à mettre toute l'Asie du Sud-Est dans le même panier, alors qu'il y a plein de différences entre les pays. Eh bien, en Amérique du Sud, c'est pareil. Il y a quand même pas mal de différences, et quand on passe une frontière, en général, le changement se voit. Pourtant, il y a quand même une constante dans presque tous les pays que nous avions visités, c'est la langue. C'est quand même assez fou de se dire que tous les pays d'Amérique centrale, sauf le Belize où ils parlent anglais, et tous les pays d'Amérique du Sud, quasiment, sauf le Brésil où ils parlent portugais, il y a aussi évidemment la Guyane française où ils parlent français, mais quand même, tous les autres, et c'est énorme, la taille de ce territoire, ils parlent espagnol. Et bon, c'est assez fou quand on y pense, mais c'est aussi assez pratique. Surtout pour nous qui parlons et comprenons l'espagnol. Alors, on fait plein de fautes, on n'est pas du tout bilingue, on est moins bon en espagnol qu'en anglais, mais quand même, on comprend assez bien, et évidemment, on comprend encore mieux après 3 mois à vivre dans cette langue. Et pour nous, ça a vraiment tout changé, ça. Donc, tout changé, pas après l'Océanie et les États-Unis, mais par rapport à l'Asie. Parce que oui, forcément, on a beaucoup comparé ces 4 mois en Amérique du Sud avec nos 4 mois et demi en Asie. Pourquoi on a fait ça? Parce que c'est un peu le même type de voyage, en mode sac à dos, un peu le même niveau de développement des pays. En tout cas, ça n'a rien à voir avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou les États-Unis, où là, on a retrouvé un mode de vie quand même plus occidental. Et l'aventure venait un peu du van, des paysages de fou, des animaux très différents, etc. Et pas tant dans la culture. Encore que,
franchement, c'est vrai que ça n'a quand même rien à voir avec l'Europe. Mais bref, dans le mode de voyage, l'Amérique du Sud va plus se comparer avec ce qu'on a vécu en Asie. Mais bon, bref, je parlerai de ça un petit peu plus tard. Pour en revenir à la langue, le fait de parler espagnol, ça a vraiment été génial pour nous parce que du coup, on a pu énormément parler avec les gens. On pouvait parler de tout et de rien, avec les chauffeurs de taxi, avec les gens sur les marchés, dans la rue, etc. Partout, on s'est vraiment senti libre d'entrer en contact avec les autres. Et ça, c'était magnifique. Puis bien sûr, d'un point de vue pratique, ça change la vie aussi, parce que dès qu'on avait un petit doute ou une question sur quelque chose, je sais pas moi, une direction, un transport, un prix, qu'est-ce que c'est que ce fruit sur l'étal du marché, etc. Enfin, d'un point de vue pratique, on pouvait demander et on comprenait la réponse directement. Pas de problème d'incompréhension, pas de Google Traduction qui vient se mettre entre nous. Et ça, c'est vraiment, c'est assez génial, quoi. Et en fait, cette histoire de langue, je me rends compte que c'est important vraiment pour moi parce que ça m'avait déjà marqué quand avec Ludo, on avait passé quelques mois en Chine pendant nos études. Et alors moi, à l'époque, parce qu'on n'est pas tout jeune, il n'y avait pas de Google Traduction. Et on vivait à Wuhan, et là où on travaillait et où on vivait, il y avait vraiment peu de gens qui parlaient anglais. À la fin de notre séjour, on arrivait quand même à sortir sans notre dictionnaire en poche et on arrivait à se débrouiller, mais c'était quand même très rudimentaire malgré tout. Et je me souviens vraiment qu'à la fin des 6 mois, je m'étais dit que je ne voudrais plus vivre dans un pays dont je ne maîtrisais pas la langue. Donc là, moi, je vous parle de ça, c'était il y a presque 20 ans. Aujourd'hui, c'est différent, on a tous un traducteur dans la poche, aussi bien nous que les gens qu'on rencontre. Mais quand même, quand tu es dans un taxi, tu vas pas commencer à discuter avec le chauffeur avec l'intermédiaire du téléphone. Soit tu peux lui parler directement, soit en fait, tu lui parles pas. Donc en fait, aujourd'hui, c'est vrai que la langue, c'est pas un frein pour voyager. On peut parfaitement voyager dans des pays dont on ne parle pas la langue parce que déjà, beaucoup de gens dans le monde parlent anglais. Donc on se retrouve quand même là-dessus. Et sinon, quand on a besoin, on a le traducteur en ligne. Mais la différence, c'est que quand on parle la langue de l'autre, on lui parle même quand on n'a pas besoin. Juste pour le plaisir d'engager la conversation. Et d'ailleurs, en général, les gens sont très contents de discuter avec nous aussi. Et ils nous racontent plein de choses. Donc c'est beaucoup plus riche et on ressort de cette expérience vraiment, je sais pas quoi, grandi. On a appris plein de choses, on a partagé plein de petits moments sympathiques, petits ou longs d'ailleurs, avec des tas de gens. Et ça nous a vraiment marqué par rapport à l'Asie par exemple. Donc quand même en Amérique du Sud, il y a quelques différences d'espagnol. Ils parlent pas tous exactement le même espagnol, mais globalement, si on comprend le castillan, qui est l'espagnol qu'on apprend à l'école et qui est parlé dans la majeure partie de l'Espagne, on s'en sort très bien. Et il y a bien sûr des différences de prononciation. Par exemple, il y a plein de pays où ils ne prononcent pas le S à la fin des mots. Gracias, par exemple, ça devient gracia. Mais si on dit gracias, ça passe très bien. Et quand eux, ils nous disent gracia, on comprend en vrai. Il y a aussi des petites différences de conjugaison, mais bon, tout ça, en vrai, on s'en fiche pas mal parce que, nous déjà, on fait quand même pas mal de fautes de conjugaison, certainement en prononciation aussi, finalement, et donc, ça passe très bien, même si on n'a pas les subtilités du pays. Et en termes de compréhension, on a trouvé que c'était aussi beaucoup plus facile de comprendre qu'en Espagne, où les gens parlent très vite. Là, les pays qu'on a traversés, vraiment, on comprenait bien, quoi, et c'était un rythme un peu moins soutenu. En Colombie, il y a quelqu'un qui nous a expliqué qu'avec les étrangers, ils faisaient attention à parler moins vite. Dans d'autres pays, je sais pas, on n'a pas reposé la question. Mais il y a que au Chili où on a été un peu en difficulté quand même parce que j'ai l'impression que l'espagnol du Chili, c'est un peu comme le français du Québec. Il y a un accent particulier et puis un paquet de vocabulaire et d'expressions qui sont propres aux Chiliens. Et ils parlaient quand même assez vite, là, pour le coup, les Chiliens, donc c'était un petit peu plus difficile. Et pour finir avec cette histoire d'espagnol, depuis qu'on est au Brésil, on trouve vraiment que c'est méga pénible de ne pas parler le portugais. On a été habitué en fait à tout comprendre et à se faire comprendre partout. Et alors là, mon Dieu, on voyage quand même dans des lieux touristiques et on trouve très peu de gens qui parlent anglais ou même espagnol. Et le portugais, ça a beau être une langue latine, ça ressemble à l'espagnol au français, mais à l'oral, c'est très vite fait quand même, point de vue ressemblance. À l'écrit, ça va. On arrive à comprendre. Mais à l'oral, on comprend, je vais pas dire rien, mais quand même presque rien, quoi. Et on est très surpris que si peu de gens parlent espagnol, alors que tous les pays voisins sont hispanophones quand même. Donc voilà, jusqu'à présent, au Brésil, on a été un peu surpris, un peu déroutés, et puis du coup, c'est moins confortable quand même. Mais bref, du coup, pour nous, l'Amérique du Sud, ça a été une régalade, et notamment grâce à la langue. En revanche, c'est vrai qu'on a rencontré des voyageurs qui parlaient que très peu l'espagnol,
Et eux, ils n'ont pas eu le même ressenti que nous, c'est pas le même emballement, quoi. Notamment parce que peu de gens quand même parlent anglais. Et dans ce cas, c'est vrai que ça en fait des pays finalement moins accessibles que les pays d'Asie, où globalement les gens baragouinent toujours un peu d'anglais, quoi. Parce que c'est évident qu'on va pas parler là-haut, qu'on va pas parler thaï, donc tout le monde baragouine un peu d'anglais, alors que là, c'est plus compliqué, je pense, en Amérique du Sud, si on parle pas du tout espagnol, comme en face, ça parle peu anglais, c'est plus compliqué. Pour revenir sur cette comparaison entre l'Asie et l'Amérique du Sud, avec le recul, je me rends compte que c'est un peu étrange de comparer ces continents, parce que finalement, notre expérience est aussi un peu notre ressenti, notre façon de nous sentir dans ces différents pays. Ça a été assez différent. Alors, c'est aussi dû à l'ordre dans lequel on a fait notre voyage. Je m'explique. En Asie, on a trouvé quelques paysages fantastiques et uniques, de la chaleur, de l'humidité, des temples, des gens d'une gentillesse extrême. C'est vraiment un pays où on se sent en sécurité et où il y a toujours des solutions à tous les problèmes qu'on se pose. Rien n'est compliqué en fait en Asie. Alors, bien sûr, moi je parle ici de voyager, d'être un touriste, un visiteur là-bas. Je ne parle pas de vivre dans les pays. Et puis je peux parler que pour les pays qu'on a traversés. Mais en tant que voyageur, c'est quand même très facile d'aller en Asie. En Amérique du Sud, j'avais en tête que c'était plus compliqué, notamment pour 2 sujets, la sécurité et les transports. Alors pour la sécurité, en effet, dans toutes les grandes villes que nous avons visitées, on nous a mis en garde. La principale mise en garde concerne le téléphone. En fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose à craindre pour nous, mais plus pour ce qu'on possède. Et il doit y avoir un sacré réseau de revente de téléphones volés, parce qu'absolument partout, dans toutes les grandes villes, de Bogota à Rio, en passant par Valparaiso, Lima, Sao Paulo, etc., on nous a dit de faire attention à nos téléphones. Les gens ne disent pas juste attention, quoi. Ils disent pas juste attention à vous, ou n'allez pas dans tel quartier. Ils disent pas vraiment ça, même si évidemment il y a quand même des quartiers où il faut pas aller. Mais ils disent pas ça directement, ils disent attention au téléphone. Ils disent pas forcément non plus attention au sac à dos. Là, c'est vraiment toujours attention au téléphone. Alors moi, du coup, j'ai trouvé très pratique pour mon téléphone d'avoir un cordon. Donc en fait, je le porte toujours en bandoulière et puis je le mets dans ma poche et je le sors que pour prendre des photos. Alors en Asie ou Océanie, tout ça, c'est vrai que d'habitude, je pouvais le garder en main parce que je prends beaucoup de photos. Là, dans ces situations-là, dans les grandes villes, je le range directement dans la poche et voilà. Ludo, lui, il a pas de bandoulière, enfin il a pas de cordon à son téléphone, mais il avait quand même régulièrement le téléphone à la main pour le GPS notamment, parce que c'est lui on mettait ça sur son téléphone. Et là, dans ces cas-là, on regarde l'itinéraire une fois, et puis on retient un peu quelques étapes, les différentes étapes à venir. On revérifie de temps en temps, mais globalement, le téléphone reste dans la poche, quoi, dans une poche fermée. Et puis nous, on n'a aucun autre objet de valeur sur nous. On n'a pas de montre, par exemple. On n'a rien qui est voyant. Enfin, on a nos alliances, mais non plus Ludo depuis qu'il a perdu dans le lagon tahitien. Mais voilà, on n'a rien, quoi. Le seul truc un peu pénible de ça, c'est quand on est à la plage. Sur la côte Caraïbe, en Colombie, il y avait toujours l'un de nous qui restait à la serviette pendant que les autres se baignaient, par exemple. Au Galapagos, on a parfois fait ça aussi, mais pas tout le temps, parce que c'est quand même plus relax. À l'île de Pâques aussi, on était plus détendu sur le sujet. Et au Brésil, pareil, il y avait quand même toujours une personne qui restait près des affaires. Une fois à Salvador de Bahia, on a demandé à quelqu'un de jeter un œil à nos sacs, parce qu'il n'y avait pas grand monde sur la plage, le gars était là, et voilà, il a fait ça avec plaisir pour nous, donc c'était cool. Et sinon, un peu en pare-feu, je sais pas si c'était vraiment utile, mais je vous le dis quand même, si jamais, on accrochait une de nos serviettes au sac. Vous savez, les serviettes, elles ont toujours un élastique quand on les replie pour bien les fermer, et on accrochait l'élastique, on faisait un petit nœud avec le sac à dos. Comme ça, si jamais il y a un gars qui arrive, qui part avec notre sac, il part avec la serviette aussi. Sinon, on est en train de dormir sur la serviette, forcément, on s'en rend compte. Et puis, sinon, quand même, ça dissuade un peu. Du coup, le gars, peut-être qu'il prend un peu peur si on n'est pas là, il laisse le sac, quoi. Bon, je sais pas. Finalement, personne n'a jamais essayé de prendre notre sac, donc on sait pas si ça marche, notre petite astuce. Et puis, toujours pour la sécurité, on s'était quand même posé la question des bus. Parce que on voyage quand même beaucoup en bus et puis les distances sont très longues en Amérique du Sud, c'est grand. En Colombie, on n'a pas fait de bus de nuit, notamment pour des raisons de sécurité et aussi parce que quand ça s'est présenté, franchement, on avait la flemme, on avait vraiment la flemme parce que aussi, il paraît que pendant ton sommeil, tu peux te faire voler des affaires que tu as à tes pieds, par exemple, ou discretos, ils ouvrent la petite poche et ils typent les trucs, enfin bref. Donc on n'a pas tenté.
Évidemment, pendant que tu dors, on n'en parle pas de ce qu'il y a dans la soute. Enfin voilà, on n'a pas tenté l'expérience du bus de nuit en Colombie. On l'a fait d'autres fois au Chili et au Pérou. Et là, on n'a pas de AirTag. Donc, on a quand même laissé les trucs. Et franchement, Pérou, Chili, Bolivie, on n'a pas fait de bus de nuit. Donc, au Pérou et au Chili, on a fait des bus de nuit et ça s'est très bien passé et on a très bien dormi d'ailleurs. Et en Colombie, on a fait des bus de jour et on avait laissé nos sacs en soute quand même sans trop de crainte. Et comme je vous disais, on n'a pas de AirTag, donc nous, on joue pas trop avec le feu quand même. Tout ce qui a de la valeur, on les garde dans les sacs avec nous à l'intérieur du bus. Et puis bon, finalement, si on perd le gros sac, c'est vraiment pénible, mais c'est pas trop grave non plus, quoi. On perd rien de valeur ou rien d'irremplaçable. Et tant qu'on est dans les transports, la transition est parfaite pour passer du sujet de la sécurité au sujet de l'organisation des transports. J'avais entendu dire que c'était beaucoup plus difficile en Amérique du Sud qu'en Asie. Mais alors pour le coup, je sais pas pourquoi les gens disent ça. Parce que nous, on n'a vraiment eu aucun problème de transport. Alors je sais pas si c'est une fausse légende ou si c'est nous qui avons eu de la chance. Mais franchement, nous, à chaque fois, tout s'est très bien passé. Alors comme d'habitude, Ludo a fait un gros travail de recherche pour qu'on prenne des bonnes compagnies. Au Pérou, par exemple, on a chaque fois pris Cruz del Sur, chaque fois que c'était possible. Par exemple, au Canyon de Colca, ils y vont pas. Là, il y a 2 compagnies de bus qui vont. On a pris une à l'aller, une au retour, parce qu'au niveau des horaires, ça nous arrangeait comme ça. Les 2 étaient très bien. Mais de manière générale, on a trouvé que les chauffeurs en Amérique du Sud étaient bien plus prudents qu'en Asie, que les routes sont quand même globalement en très bon état. Même, du coup, meilleur état que ce que parfois on a eu en Asie. Donc, pour nous, vraiment, ça a été très facile de se déplacer et on a fait donc des bus assez longue durée en Colombie, Pérou, Bolivie, Chili, pas Brésil. Et chaque fois, nickel. De manière générale, comme je vous disais un petit peu, je vous le disais plus tôt, nos 4 mois en Amérique du Sud ont été un gros coup de cœur. Et vous savez quoi? Je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'on aimerait autant. Pourtant, tout n'a pas été simple. On a eu un petit coup de mou en arrivant en Colombie, par exemple. Je vous en avais parlé dans la capsule numéro 20. On a moins aimé notre passage au Chili. En plus, c'est vrai que ça a été un peu express parce que finalement, on a décidé d'allonger la Bolivie, qui n'était pas vraiment prévue initialement. Donc, il y a un moment, si tu allonges quelque part, il faudra réduire ailleurs. Donc là, c'est le Chili qui a été quand même pas mal réduit. Et puis voilà, on a passé 2 semaines, à part l'île de Pâques qui nous a vraiment enchantés. Le reste, le Chili, c'était pas un très gros kiff. Donc tout n'a pas été absolument génial pendant les 4 mois, mais à partir de Medellín, donc en Colombie, on est arrivé à Medellín 1 semaine après notre arrivée en Colombie, jusqu'au sud Lipez en Bolivie. Et là, on a vraiment eu 2 mois et demi géniaux. Donc, comme je disais, après la Bolivie, petit passage à vide au Chili. Et puis, en fait, de nouveau, depuis l'île de Pâques début juillet, on enchaîne les bons moments, les belles surprises. On a retrouvé beaucoup de plaisir, vraiment un vrai kiff. Alors, quand même, pour notre dernier mois au Brésil, on n'est plus du tout sur le même rythme de visite. Après l'île de Pâques, on est allé directement à Iguaçu. Donc là, quand même que des expériences quand même fantastiques. Et puis après Iguaçu, là, on a coupé un peu. On a pris 1 semaine de vacances farniente plage à Salvador de Bahia. On a rechargé un peu nos batteries pour la dernière ligne droite, donc entre Sao Paulo et Rio. Et là, même si on a eu quelques petits coups de mou, notamment la visite de l'hôpital à Paraty, on est quand même sur quelque chose de très, très sympa. Pour tout le Brésil, c'est quand même plutôt chouette, des good vibes, une ambiance de vacances et nous, on a ralenti le rythme, on n'est pas trop à fond et donc c'est pas mal. Alors l'Amérique du Sud, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont quand même des pays assez différents les uns des autres, avec un socle commun, notamment l'espagnol, notamment une histoire qui est partagée par plusieurs pays, plus ou moins fortement, mais quand même, à chaque passage de frontière, on a trouvé quand même des différences assez marquées, que ce soit en termes de paysage, pas toujours mais parfois, en termes de culture, pareil, pas toujours mais parfois, en termes de niveau de développement, bref, ça a tout été sauf monotone. Alors il y a peut-être un peu une exception quand on passe du Pérou vers la Bolivie, en termes de culture, ils ont une culture commune très très importante, notamment de la civilisation Inca. Donc, à partir d'Arequipa et de Cusco qui sont au sud du Pérou, là on trouve beaucoup de ressemblances avec la Bolivie.
Mais il y a quand même des différences très importantes en termes de niveau de vie et de structure touristique. Le Pérou, c'est très touristique, alors que la Bolivie, ça va être beaucoup plus authentique, moins organisé. C'est beaucoup plus pauvre aussi. Mais la culture indigène, les croyances, les habits traditionnels, tout ça, ça a beaucoup de points communs d'un côté et de l'autre de la frontière. De ce point de vue-là, voilà. Le Pérou et la Bolivie se ressemblent beaucoup. Ces deux pays ont été de très gros coups de cœur pour nous, franchement. Peut-être les plus gros du voyage, les plus gros coups de cœur de toute l'année, dans le sens où on a été surpris de s'y trouver aussi bien. Parce que le coup de cœur en Polynésie, on s'y attendait, on était déjà allé en Polynésie, voilà, on s'y attendait. Et c'est vrai que ça a été à la hauteur de nos attentes une fois encore. Australie, Nouvelle-Zélande, même les grands parcs américains, c'était moins surprenant d'aimer autant là-bas. Mais d'aimer autant le Pérou et la Bolivie, après, en plus, tout ce qu'on avait déjà vu, parce qu'on a eu aussi des très gros coups de cœur en Asie, du coup, je sais pas, on s'y attendait pas, et alors là, waouh, quoi. Il y a un truc aussi très important, je pense, qui a joué, c'est le fait d'avoir fait le Pérou avant la Bolivie. Parce que tous les voyageurs qu'on a rencontrés, qui l'ont fait dans l'autre sens, d'abord la Bolivie et ensuite le Pérou, ils ont été un peu déçus par le Pérou. Parce que d'un coup, ils ont trouvé un pays très dynamique, très nerveux, très touristique. Du coup, c'est limite oppressant, quoi. Après la Bolivie, où quand même tout est très paisible, d'un point de vue voyageur, hein, bien sûr, parce que je pense que la vie en Bolivie est quand même assez dure, surtout en ce moment. Donc, d'un point de vue du voyageur, par contre, c'est l'éclate, quoi. Franchement, c'est génial, c'est très facile, c'est très peu cher, donc on peut accéder à des prestations pas luxe, mais quand même très confortable. Et on se fait vraiment plaisir. Les gens sont d'une gentillesse incroyable, les paysages sont merveilleux. On mange très bien en Bolivie, les expériences sont vraiment très très chouettes. Donc tout est bien. Et c'est vrai qu'après, après la Bolivie, passer au Pérou, où on est sur le même type de paysage, la même culture, mais là, on est dans une dynamique, voilà, très nerveuse et puis très touristique. Donc, il y en a plusieurs qui ont dit qu'on avait l'impression d'être un peu des portefeuilles sur pattes. Nous, on n'a pas du tout ressenti ça en le faisant dans l'autre sens. En découvrant aussi un peu, c'est pas le nord du Pérou parce qu'on est arrivé à Lima, et Lima, c'est déjà quand même au centre, mais on a fait toute la côte, etc. Du coup, on commence pas non plus par Cusco et Puno, où là, c'est quand même très touristique. Cusco, c'est vraiment, c'est l'usine à touristes quand même. Donc, c'est vrai que quand on arrive par la Bolivie, on arrive très vite à Cusco, on se le prend directement en pleine face, et c'est violent, et ça donne un petit feeling comme ça de mal-être, un peu de malaise, que nous, on n'a pas du tout ressenti en le faisant dans l'autre sens. Et donc, je l'avais déjà dit, mais je le redis parce que c'est très important. Je trouve que l'ordre dans lequel on organise son tour du monde, dans lequel on fait les choses, ça a un impact énorme sur les ressentis qu'on a pendant le voyage. Je trouve qu'on n'entend pas assez ça, donc je le redis. Regarder les saisons pour faire son itinéraire, c'est très important, mais prêter attention vraiment à l'enchaînement des expériences, au niveau de waouh qu'on va avoir, c'est très, très, très important également. Si on fait la baie d'Along juste après Coron ou El Nido aux Philippines, on va trouver que la baie d'Along, c'est joli, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Si on arrive à Carthagène des Indes en Colombie après la Polynésie, on va pas trouver que les plages sont belles à Carthagène des Indes. Non, c'est la cata. Si on arrive à San Pedro de Atacama au Chili, comme nous on l'a fait juste après le sud de l'Ipèze en Bolivie, on trouve que c'est joli, San Pedro de Atacama, mais bon, c'est pas waouh quoi. Alors que si on le fait avant, c'est mieux. On a des amis, ceux avec qui on a fait le Salar et le sud d'Ipèze en Bolivie, qui ont commencé leur tour du monde par la Bolivie. Donc après 2 semaines, ils étaient déjà au Salar et au sud d'Ipèze. Et moi, je dis, mais comment vous allez faire après pour continuer à apprécier tous les paysages que vous allez voir? Parce que là-bas, on en prend plein la vue, et je pense, c'est difficile à dire, mais c'était quand même parmi les plus beaux paysages de notre voyage. Et c'était exceptionnel. Mais passer après ça, c'est dur. Alors, comme on était en hiver, ils étaient très, très heureux de retrouver la chaleur derrière, un peu plus de chaleur, parce que c'est rude quand même de le faire en hiver. Donc, il faut quand même toujours trouver ce qui va nous permettre de nous relancer, parce que c'est parfois pas facile, quoi. L'ordre dans lequel on fait les choses, ça joue forcément sur le ressenti qu'on a, sur notre curiosité aussi à aller voir de nouvelles choses. Et je crois pas que c'est être blasé que de dire ça.
Mais par la force des choses, on compare. On n'y peut rien, c'est plus fort que nous. Et du coup, avec la fatigue qui s'accumule, etc., on peut avoir des ressentis un peu négatifs sur des endroits extraordinaires, notamment à cause de ça. Parce que juste avant, pas longtemps, on a vu des choses qui se ressemblent et qui étaient plus extraordinaires. Donc voilà, pour moi, ça c'est un élément très très important. Alors revenons à nos moutons. Quels ont été nos coups de cœur en Amérique du Sud? Les gens, de manière générale. Et ça, je crois vraiment que c'est parce qu'on parle espagnol. Ça a libéré un truc chez nous. On s'est senti accueillis partout où on est allé. C'était super. On a rencontré personne de désagréable, je crois. Donc vraiment, coup de cœur pour la facilité de communication, l'accueil des gens, partout en Amérique du Sud. L'ambiance générale, même si c'est différent d'un pays à l'autre. Vraiment, les couleurs, la musique, des façades colorées, des vêtements colorés, ça change la vie quand même. Chez nous, tout est blanc, gris, beige. Pourquoi? Ah oui, c'est propre, hein, c'est nickel, tout ça, mais bon, je pense que je vais trouver ça un petit peu tristounet quand même là en rentrant. Alors que là, c'est une explosion de couleurs en permanence. Soit sur les murs, soit dans les habits, soit, enfin voilà, c'est lumineux. Autre coup de cœur global, les paysages de malade. Surtout au Pérou et en Bolivie. Je vous avais déjà dit ça plusieurs fois, je crois, dans d'autres situations. Nous, on est plutôt des gens de la mer, on n'est pas des gens de la montagne. Et pourtant, nos 6 semaines qu'on a passées à plus de 2500 mètres d'altitude, et je dis 2500, ça commence à monter, mais on a passé pas mal de temps à 3005, 4000 mètres d'altitude. Ces semaines-là ont été parmi les plus belles de tout le voyage. On en a vraiment pris plein la vue. Mention spéciale à la Isla del Sol sur le lac Titicaca, c'est côté bolivien. On était à 4000 mètres, mais on avait l'impression d'être en bord de mer. Le lac Titicaca, là, c'est extraordinaire. Autre mention spéciale aux chutes d'Iguassou, dans un registre tout à fait différent et à une altitude beaucoup plus raisonnable. On y était déjà allé il y a 11 ans. À l'époque, Alexis n'avait pas encore 2 ans, donc là, il s'en souvient pas vraiment. Hein. Il se rappelle de quelques photos qu'on lui a montrées, mais il se souvenait pas vraiment de ce qu'il avait vu. Et puis j'étais enceinte d'Adrien à l'époque. Mais là, franchement, quelle claque de nouveau. Ça, c'est quand même les chutes d'Iguassou. C'est un truc. C'est vraiment un paysage époustouflant. Ce qu'on a aussi adoré, c'est l'histoire de ce continent. Les Incas, les Moaïs, rien à voir avec les Incas, mais c'était fascinant. Les Moaïs sur l'île de Pâques. Les Espagnols, comment ils ont colonisé, comment tous ces pays ont repris leur indépendance. Et c'est assez commun, hein, parce que par exemple, Simón Bolívar a participé à l'indépendance, évidemment, de la Bolivie, pays auquel il a donné son nom, mais aussi du Pérou, aussi de la Colombie. Il a joué un grand rôle en Colombie, et d'ailleurs, il est mort là-bas. Donc voilà, il y a une... c'est pas une continuité, mais voilà, il y a l'histoire est un peu commune, et ça, c'était aussi d'ailleurs très très chouette. Le fait que ça soit commun sur toute cette période de notre voyage, je veux dire. Donc voilà, et on a trouvé que c'était hyper intéressant. En plus, on a souvent fait des visites guidées en français quand même pendant ces 4 mois. Et c'est aussi sans doute pour ça qu'on a vraiment été embarqués dans les histoires, les enfants aussi, parce qu'on a appris vraiment beaucoup de choses dans ces visites guidées. Les Galapagos et l'île de Pâques ont une place à part dans cette découverte du continent sud-américain. C'est des îles qui nous faisaient rêver pour des raisons différentes. Et l'occasion était trop belle. C'est vraiment une opportunité unique d'y aller pendant le tour du monde parce que je pense pas que depuis la France, tu dis tiens, je vais aller passer des vacances aux Galapagos. Et donc là, c'était vraiment l'occasion en or. Et les deux ont été des expériences formidables, vraiment. Donc aux Galapagos, ce qu'on retient, c'est la rencontre. Alors, ce qu'on retient le plus, parce que quand même les animaux, c'est fascinant. Moi, ce que je retiens le plus, et je pense que les 3 autres aussi, un peu moins Adrien, mais vraiment la rencontre sous-marine avec les otaries. Nager avec des otaries, la sauvage, c'est un sacré truc. Ça nous a vraiment marqué. Et puis à l'île de Pâques, au-delà du caractère mystérieux des Moaïs, l'histoire qu'on a apprise là-bas et tout ça, c'était génial. Le retour en Polynésie était tout simplement génial. Parce que l'île de Pâques, c'est une culture polynésienne. En fait, il y a ce qu'on appelle le triangle polynésien, qui est formé par Hawaï au nord, la Nouvelle-Zélande à l'ouest, l'île de Pâques à l'est, et la Polynésie française est en fait au centre de ce triangle, c'est le centre de gravité. Mais du coup,
Ça se sent dans leur manière de vivre. Déjà, ils nous accueillent avec les colliers de fleurs. Ils ont beaucoup de langues, de mots communs. Ils saluent en disant Yorana. Ils remercient en disant Maururu. C'est la même chose. Il y a quelques petites subtilités de prononciation et d'orthographe, toute petite différence par rapport aux Tahitiens. Et culturellement, enfin, je sais pas, c'est magique en fait, cette culture. Donc pour nous, ça a été génial. Alors évidemment, ce sont des parenthèses qui comptent dans le budget. Ce sont des parenthèses qui coûtent un peu plus cher que le reste du voyage, c'est vrai. Mais comme on a bien fait d'y aller, franchement. Et d'ailleurs, vous verrez que notre budget global ne s'en est pas vraiment trouvé impacté. Je ferai un petit bilan budget, je pense, dans un article et sur un post Insta ou quoi. Je vais voir un peu comment je fais à la rentrée, mais comme j'ai détaillé pour que ça vous aide, que ça vous donne des idées, le budget par pays, voilà, je ferai un petit bilan, mais je parlerai de ça plus longuement à un autre moment. Et en tout cas, on a réussi à tenir un budget quand même assez serré et quand même à aller passer presque 2 semaines au Galapagos et à aller découvrir l'île de Pâques pendant 4-5 jours, quoi. Et enfin, dernier coup de cœur, Rio de Janeiro. Il y a vraiment un truc spécial dans cette ville. On y est encore, là, quand j'enregistre. C'est une ville qui est coincée entre mer et montagne, entre quartiers superbes et favelas. Enfin, je sais pas. Et c'est juste fantastique d'être là pour terminer notre voyage. Trop, trop bien. Après tout ça, après tous ces coups de cœur, après, franchement, ces 4 mois de régalade, je voudrais quand même dire une petite chose. Chers voyageurs, vous qui préparez un voyage, ou qui allez bientôt arriver en Amérique du Sud. Arriver en Amérique du Sud après 7 mois de voyage, et qui plus est en hiver, comme nous, c'est quand même fatigant. Parce que passer l'hiver entre 3 et 4 000 mètres d'altitude, c'est pas anodin. La journée encore, ça va. On s'habille, on a un pantalon, on a un pull, on a le coupe-vent de Kawaii, bon bref. Pas non plus, on se balade pas non plus comme arraché comme pas possible. Mais dès que la nuit tombe, il fait froid, voire très froid. Et on n'est pas habitué parce que en fait, globalement, je parle de manière très générale, tout le monde ne fait pas exactement pareil, mais bon, globalement, on vit tous au printemps-été pendant tout le voyage. En Asie, il fait plutôt chaud. En Polynésie, Australie, Nouvelle-Zélande, en général, on est plutôt à la bonne saison aussi. Et là, on arrive en Amérique du Sud, ça caille, quoi. Ça caille, c'est fini le short, les sandales. On remballe tout ça. Et on est toujours habillé chaudement. Quand on arrive le soir à l'hébergement, mais il n'y a pas forcément de chauffage. Alors nous, on a toujours eu de l'eau chaude quand même, dans les douches, mais on n'a pas toujours eu du chauffage. Et donc, le soir, t'es à l'appart et en fait, t'es super habillé, très chaudement parce que c'est dur de se réchauffer. Donc ça, c'est pas toujours évident, parce qu'on n'est pas forcément hyper bien équipé, parce que c'est difficile d'avoir un super équipement pour être bien quand il fait froid, et puis mais quand même passer 6-7 mois de son année sous les tropiques, quoi, en gros. Donc nous, en tout cas, on n'était pas hyper bien équipés. Et puis, quand on arrive après 7 mois de voyage, on a accumulé déjà pas mal de fatigue, en fait. Donc voilà, c'est pas de tout repos. Et d'ailleurs, voilà, pour nous, c'est en Amérique du Sud qu'ont commencé à apparaître les premières maladies, les premiers vrais jours aussi sans aucune activité. Mais à choisir, de mon avis personnel, j'ai quand même préféré finir en Amérique du Sud plutôt qu'en Asie. Là, je me verrais pas être en Asie. On a été aussi plus intéressés par ce qu'on a découvert en Amérique du Sud en termes d'ambiance, de couleurs, d'histoire, etc. Aussi bien nous, enfin les adultes, que les enfants. Donc voilà, on a été finalement très contents de faire dans ce sens-là. Mais il faut le savoir, il faut quand même se préparer un peu. C'est pas de tout repos et c'est pas anodin d'arriver là pendant l'hiver, quoi. D'ailleurs, on m'a posé la question, pourquoi on n'est pas allé en Patagonie, par exemple? Parce que vu que nous, on a commencé l'Amérique du Sud par le nord et qu'on a descendu, arrivé en Patagonie, là, ça a été vraiment l'hiver. Et là-bas, ça rigole pas. Il y a des sites, du coup, qui sont enneigés, qui ne sont plus accessibles qu'avec guide. Il y a des sites qui ferment, certains, ou qui risquent de fermer. Donc, c'est quand même un peu compliqué d'aller jusque là-bas. C'est très cher. Les transports sont très longs. Donc, du coup, si tu y vas et que le truc est fermé pour les 4-5 jours que tu as prévu de passer à tel ou tel endroit, c'est compliqué. Puis nous, on n'est pas équipés contre le froid, vraiment. Donc voilà, je pense que là, pour cette expérience Patagonie, il faut y aller une meilleure saison. Et donc, dans ces cas-là, si on commence le tour du monde
dans l'idée qu'on commence en septembre, enfin l'été ou septembre. Après l'Océanie, il faut passer en Amérique du Sud directement par le sud de l'Amérique du Sud et ensuite le remonter. Nous, on n'a pas fait ça parce que après la Polynésie, les vols partent tous aux États-Unis et à aucun moment on s'est dit on va faire un petit vol en arrière vers la Nouvelle-Zélande et ensuite faire Nouvelle-Zélande-Chili par exemple. Je sais pas, ça nous est jamais venu à l'esprit. On a des copains là qui l'ont fait. Nous, ça nous est jamais venu à l'esprit de revenir en arrière. Je sais pas. On s'est toujours dit qu'il fallait avancer, quoi. Donc même l'idée de faire juste un vol pour prendre une correspondance, revenir en arrière, voilà, on n'y avait jamais pensé. Donc du coup, peut-être qu'on l'aurait fait dans l'autre sens. Mais bon, du coup, ceux qui ont fait dans l'autre sens, ils ont moins aimé le Pérou après la Bolivie. Donc nous, on a vraiment bien kiffé. Donc voilà, je sais pas. Il n'y a pas de meilleure solution, mais c'est à étudier. Et en tout cas, quand on arrive à cette période de mai, juin, juillet, en Amérique du Sud, bah, ça caille. Et donc on est content d'arriver au Brésil parce que même si c'est l'hiver, sur la côte, il fait quand même vachement meilleur. C'est l'altitude, hein, forcément, qui amène pas mal aussi le froid, quoi, et la fatigue. Voilà pour ce bilan de nos 4 mois en Amérique du Sud. Franchement, je pensais pas que j'aurais eu autant de choses à vous raconter. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a donné peut-être l'envie d'y aller aussi. Pour organiser ça, n'oubliez pas de consulter le blog de Parents Voyageurs, parents-voyageurs.fr. Il y a déjà plusieurs articles que j'ai écrits pendant le voyage, donc notamment sur la Colombie, le dossier sur les Galapagos, il est complet, et j'ai déjà écrit aussi quelques articles sur le Pérou. Bien sûr, il y en a d'autres qui vont arriver très bientôt, parce que après le Pérou, j'ai quand même un tout petit peu levé le pied en termes de travail, parce que c'était assez intense, et puis voilà, la fatigue s'accumule. Donc j'ai pris des notes pas mal, je vais pouvoir écrire en septembre, en octobre, compléter tout ça. J'ai ma petite liste de sujets. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Si vous pouvez pas attendre les articles, je réponds toujours avec grand plaisir. J'ai beaucoup raconté sur Instagram, évidemment. Tout n'y est pas parce que sur Instagram, j'ai eu des périodes où je mettais moins les infos pratiques et tout ça, mais faut ne jamais hésiter à me poser la question. Le compte où j'ai raconté tout le voyage, ça s'appelle Nous 4 et le monde, en toutes lettres, avec un point entre chaque mot. La prochaine capsule sera donc enregistrée depuis la France. Je sais déjà de quoi j'aimerais vous parler, un petit peu notamment notre état d'esprit là, donc j'ai déjà pris des notes pour vous raconter, et puis du coup je pourrais compléter avec comment ça se passe un petit peu le retour, qu'on appréhende tous plus ou moins quand même, pas de la même manière, mais et du coup pour au moins la prochaine capsule, je sais pas si j'aurais tellement à vous dire, enfin si j'ai au moins 2, je pense qu'il y aura au moins 2 capsules supplémentaires, et en tout cas ça peut aussi dépendre de vous. S'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit donc via le formulaire de contact du blog, parents-voyageurs.fr. Il y a un onglet contact de un formulaire, ça arrive dans notre boîte mail, on répond à tout le monde, soit sur Instagram, le compte Parents Voyageurs, ou Nous 4 et le monde. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite un très beau mois d'août, bonnes vacances à ceux qui en ont, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao! Retrouvez nos interviews de parents voyageurs un mercredi sur 2. On y parle tour du monde, bien sûr, mais aussi expatriation, vie nomade et slow tourisme, entre autres. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous sur le blog parents-voyageurs.fr et sur les réseaux sociaux. Pour suivre notre tour du monde, je vous retrouve sur Instagram, sur le compte Nous 4 et le monde, en toutes lettres et avec un point entre chaque mot. À bientôt!